Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet complexe qui nous touche tous, notre rapport à l'info. On a parfois cette impression un peu déroutante, non? Que les faits comptent moins, que les opinions s'affrontent sans vraiment dialoguer. Oui, c'est vrai. On entend partout ces mots, post-vérité, faits alternatifs. C'est devenu difficile de s'y retrouver, de distinguer le vrai du faux. C'est un vrai défi, oui. Alors notre mission aujourd'hui, c'est d'essayer d'y voir un peu plus clair ensemble. Qu'est-ce que c'est, au fond, la mésinformation, la désinformation, cette fameuse post-vérité? Et puis, qu'est-ce qui est fait pour comprendre, pour contrer ces phénomènes? Tout à fait. Pour ça, on a un ensemble de documents assez variés, c'est intéressant, des articles de recherche, des infos sur des organisations de terrain, l'analyse d'un livre, et même, c'est plus surprenant, la description d'un jeu de stratégie. Effectivement. La diversité des sources est un atout. On a d'un côté des travaux académiques, comme ceux de Zhou et Zaffarani, ou de Chu et ses collègues, qui nous donnent des grilles d'analyse, des cadres. Et de l'autre, des acteurs très concrets sur le terrain. L'International Fact-Checking Network, qui fédère les vérificateurs de faits du monde entier, ou le News Literacy Project, qui mise tout sur l'éducation. D'accord. Et puis aussi l'éclairage d'un livre des presses universitaires de Rennes, vraiment centré sur la science face à la post-vérité. Et enfin, oui, cette petite curiosité, Hegemony, un jeu de stratégie de la Rand Corporation. On verra ce que ça peut nous apporter comme perspective différente. Parfait. Commençons par essayer de définir le problème. Le livre des presses de Rennes, justement, il parle de post-vérité. C'est un terme qui a vraiment explosé vers 2016. On se souvient du contexte Brexit, Trump. Mais qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Alors, le livre le définit comme un contexte, disons, culturel et politique, où l'appel à l'émotion, aux croyances personnelles, devient plus important pour influencer l'opinion que les faits objectifs eux-mêmes. Ah oui. En gros, la crédibilité d'un discours dépend moins de sa vérité factuelle que de sa capacité à faire écho aux convictions des gens, quoi. D'accord. C'est une remise en question assez profonde de l'idée d'une information basée sur des preuves, en fait. Exactement, c'est ça le cœur du problème. Et comment on en est arrivé là ? Le livre suggère des pistes. Est-ce que les autres sources disent la même chose sur les causes ? Oui, et c'est là que ça devient intéressant de croiser les regards. L'ouvrage de Rennes pointe plusieurs facteurs. D'abord, l'accélération et, disons, le manque de régulation des flux d'infos numériques. Ça court-circuite les anciens filtres, les médiations traditionnelles. Ensuite, peut-être une certaine influence de courants intellectuels plus relativistes qui remettent en question l'idée même d'une vérité objective unique. Et surtout, une fragmentation de l'espace public. La police, comme disaient les Grecs. Voilà, la police, le lieu du débat commun. Aujourd'hui, on a plutôt des bulles, des communautés qui ne se parlent plus vraiment. Et cette analyse, elle rejoint ce que d'autres chercheurs, comme Ricard et ses collègues sur Arrivi, appellent plus largement le désordre informationnel. Désordre informationnel. Oui, et ils insistent bien. Ce n'est pas juste une question de fake news isolée. C'est plus profond. Et ce désordre, il a des conséquences très concrètes. Le livre de Rennes souligne son impact sur la crédibilité de la science, par exemple. Ah oui, absolument. La science, son but, c'est d'établir des connaissances fiables, vérifiables. Mais dans ce climat de post-vérité, le discours scientifique lui-même peut être attaqué, déformé. Sa légitimité est fragilisée quand une opinion pèse aussi lourde qu'une preuve. C'est inquiétant. Le livre donne des exemples de ces tensions. Oui, et c'est assez frappant, rien qu'en regardant les titres des chapitres. On y parle de la controverse sur l'hydroxychloroquine avec le professeur Raoult, Oui, je me souviens. des débats très vifs sur les origines du Covid-19, ou même des instrumentalisations de l'histoire de la Shoah en Pologne. Ce sont des cas où des savoirs, des recherches deviennent des enjeux de quasi-guerre informationnelle. On est loin du débat scientifique serein. On mesure mieux la gravité, effectivement. Alors, élargissons un peu. On parle souvent de désinformation. Qu'est-ce que les autres études nous disent là-dessus ? L'étude de Chu et ses collègues, elle, se concentre vraiment sur la désinformation. Ils la décrivent comme un problème mondial, en pleine croissance, avec des impacts négatifs majeurs sur nos sociétés. D'accord. Ils soulignent sa complexité, elle prend plein de formes différentes et elle est souvent multimodale. C'est-à-dire qu'elle mélange texte, images, vidéos, pour être plus persuasive et aussi plus dure à repérer automatiquement. Mais le point vraiment crucial, et ça rejoint ce qu'on disait avant, c'est le cadre que propose Ricard et al. Eux, ils nous disent « Attention, ce n'est pas juste une crise de la vérité. Il faut voir ça comme un phénomène socio-matériel. » Socio-matériel, c'est-à-dire
Qu'est-ce que ça implique comme vision? Ça veut dire que le problème, on ne peut pas le réduire à une simple question de subjectivité, de truthiness, comme disent les Américains, ou au biais de notre cerveau, ou même juste à un manque d'éducation aux médias ou à la technologie seule. D'accord. C'est plus profond. C'est ancré dans les structures matérielles. Les plateformes, leurs algorithmes, leur business model basé sur l'engagement à tout prix et social, nos usages, les polarisations politiques, les inégalités d'accès à l'info fiable. C'est l'interaction entre tout ça qui crée le désordre. C'est une vision beaucoup plus systémique, en fait. Exactement. Ça change la façon de penser les solutions aussi. Oui, j'imagine. Bon, si le problème est si complexe et si ancré, comment on fait concrètement pour essayer de repérer les fausses infos qui circulent? Une des études, celle de Zhou et Zaffarani, elle propose une sorte de méthode, non? Une grille d'analyse. C'est ça. Zhou et Zaffarani, ils font une synthèse très utile. Ils identifient 4 grandes approches, 4 angles pour détecter les fausses nouvelles. Lesquelles? Alors, premièrement, regardez le contenu. Analysez le texte, cherchez les erreurs factuelles, les incohérences logiques. Classique. Deuxièmement, examinez le style d'écriture. Y a-t-il des indices? Souvent, les fausses infos ont un ton plus sensationnaliste, plus chargé en émotions, des tournures de phrases particulières. D'accord. Troisièmement, étudiez la propagation. Comment l'info circule? À quelle vitesse? Via quel réseau? Des schémas de diffusion très rapides, très viraux, peuvent être un signal d'alerte. Et enfin, quatrièmement, évaluez la crédibilité de la source. Qui parle? Quel est l'historique de ce média, de cette personne, sa réputation? Ça a l'air assez complet comme approche. Mais j'imagine que c'est très difficile à mettre en œuvre à grande échelle, non? Avec la quantité d'infos qui circulent, est-ce qu'on peut vraiment analyser tout ça systématiquement? C'est exactement là que ça coince. Et Chu et ses collègues le confirment bien. La complexité même de la désinformation, le fait qu'elle mélange texte, images, vidéos, ça rend l'analyse automatique très très compliquée. Et l'analyse humaine? Elle est indispensable, le fact-checking rigoureux, mais créer les bases de données fiables pour entraîner les IA, ce qu'on appelle l'annotation, ça coûte extrêmement cher en temps et en argent. C'est un énorme goulot d'étranglement. Donc on est un peu bloqué. Quelles sont les pistes pour dépasser ça? Non, heureusement, la recherche avance. Chu et Al, par exemple, parlent de méthodes de supervision faible, weak supervision. L'idée, c'est de développer des algos capables d'apprendre à repérer la désinformation même avec très peu d'exemples vérifiés manuellement comme vrais ou faux. Ah, intéressant. On utilise d'autres signaux plus faciles à collecter, mais un point fondamental que soulignent aussi Zhou et Zaffarani, c'est qu'on a besoin de méthodes de détection qui soient explicables. Qu'elles nous disent pourquoi elles classent une info comme fausse. Exactement. Il ne suffit pas d'avoir une boîte noire qui dit ça, c'est faux. Pour qu'on ait confiance, pour qu'on puisse agir, corriger, il faut comprendre le raisonnement de la machine. Quels indices elle a utilisés? C'est essentiel. D'accord. Détecter. Comprendre pourquoi c'est faux, c'est la première étape. Indispensable. Mais après, comment on contre-attaque? Comment on essaye de limiter la propagation? Les sources parlent pas mal de la riposte, justement. Le fact-checking, la vérification des faits, ça semble être une réponse clé. L'IFCN, l'International Fact-Checking Network, est cité. Tout à fait. L'IFCN, c'est vraiment un acteur central. C'est un réseau mondial, plus de 160 organisations dans des dizaines de pays qui se consacrent à la vérification des faits. Leur but, c'est de promouvoir l'excellence, la rigueur et la non-partisanerie dans ce travail. Comment ils font ça concrètement? Ils ont établi un code de principe qui est très respecté dans le milieu. Ils fixent des standards très clairs sur la méthode, la transparence, l'obligation de correction en cas d'erreur. Et puis ils organisent des formations et surtout une grande conférence annuelle, Global Fact, où les vérificateurs du monde entier échangent leurs pratiques, collaborent sur des enquêtes. C'est un vrai réseau. Mais face à l'énorme quantité de fausses infos, comment ils s'organisent? Ils ne peuvent pas tout vérifier, j'imagine. Non, bien sûr. Leur conviction de base, c'est que produire de l'info vérifiée, transparente, c'est le meilleur rempart, mais ils sont pragmatiques. Une de leurs publications récentes expliquait justement comment leurs membres choisissent ce qu'ils vont vérifier. Ah oui. Et comment? Ils doivent prioriser. Ils se concentrent sur les fausses informations qui ont le plus de potentiel de nuire aux gens, que ce soit en matière de santé publique, de sécurité ou sur le fonctionnement de la démocratie. C'est un tri difficile, mais nécessaire. Je comprends. Vérifier après coup, c'est essentiel, mais comme on dit, souvent le mal est déjà fait. L'info a déjà circulé. On a un peu l'impression de courir après, non?
Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'agir plus en amont, de renforcer les défenses des gens? Si, bien sûr. C'est là que l'éducation aux médias entre en jeu, c'est ça, avec des initiatives comme The News Literacy Project, le NLP. Exactement, c'est l'autre pilier fondamental de la réponse. La prévention par l'éducation, le News Literacy Project, ou NLP, se consacre à 100% à cette mission. Donner aux enseignants, et donc aux élèves, les outils, les compétences pour naviguer dans ce monde de l'info qui est si complexe et parfois piégeux. Et ça touche beaucoup de monde. Oui, leur impact est assez impressionnant. Pour l'année scolaire 2024-2025, il prévoit de toucher plus de 15 000 enseignants et près de 600 000 élèves rien qu'aux États-Unis. Waouh! Et comment ils apprennent ça concrètement aux jeunes? C'est quoi leur méthode? Leur outil principal, c'est une plateforme en ligne gratuite qui s'appelle Checkology. Et ce qui est vraiment clé dans leur approche, c'est qu'elle est non partisane. Le but, ce n'est pas de dire aux jeunes quoi penser. Ah, important ça. Oui, c'est de leur apprendre comment évaluer l'information eux-mêmes, de façon critique et autonome. Comment on repère les techniques de désinformation, comment on identifie les biais dans les médias, comment on trouve des sources fiables, comment fonctionnent les algorithmes qui nous poussent certains contenus. C'est vraiment de la formation à l'esprit critique appliquée à l'info. C'est exactement ça. L'objectif final, c'est de former des citoyens capables de discerner, de résister aux manipulations et de participer de façon éclairée au débat. C'est donc très complémentaire du fact-checking, une approche plus proactive. Oui, tout à fait. Et il ne s'arrête pas là. Le NLP développe aussi des ressources pour les familles. Et ils sont très attentifs aux nouveaux défis. Leurs actus montrent qu'ils travaillent beaucoup sur l'impact de l'IA générative, des deepfakes. Ah oui, ça complexifie encore les choses. Énormément. Ça rend encore plus difficile de savoir ce qui est vrai. Donc, ils adaptent leurs outils pédagogiques en permanence. C'est un travail de longue haleine pour construire une sorte de résilience collective face à ce désordre informationnel. Oui, on voit bien le lien. Toute cette discussion tourne autour de la difficulté de naviguer dans un environnement complexe, un peu chaotique, et de développer des stratégies pour s'y retrouver. Et là, curieusement, une des sources nous parle d'un autre domaine où on parle de stratégie et de complexité. La défense, avec ce jeu, Hegemony, de la Rand Corporation. Le lien n'est pas évident au premier abord. Qu'est-ce que ça vient faire là? C'est vrai, le rapprochement peut sembler inattendu. Hegemony, c'est décrit comme un wargame, un jeu de guerre sur table, assez pointu d'ailleurs. Il a été développé par la Rand pour former les décideurs de la défense américaine. Pour les entraîner à quoi exactement? L'idée, c'est de les aider à comprendre comment différentes stratégies en matière de développement militaire, de gestion des ressources, de posture géopolitique, d'emploi des forces, comment tout ça interagit et influence la planification à long terme. Le tout dans un contexte d'incertitude, avec des contraintes fortes de budget, de temps. C'est un outil pour modéliser des choix difficiles dans un système complexe. D'accord, je vois l'intérêt pour des stratèges militaires. Simuler la complexité dans un cadre, même s'il est incertain, il est quand même défini. Mais alors, le rapport avec notre sujet, ce brouillard informationnel, comment ça nous éclaire? Eh bien, peut-être que le lien le plus intéressant, il est justement dans le contraste. Hegemony, c'est une tentative de maîtriser la complexité par la modélisation, la stratégie, dans un système où, oui, il y a de l'incertitude, mais les règles du jeu, les acteurs principaux, les ressources, les objectifs sont quand même relativement bien définis. On peut tester des coups, évaluer des scénarios. Le désordre informationnel, lui, nous plonge dans une complexité d'une toute autre nature. Beaucoup moins structurée, beaucoup plus diffuse, les acteurs ont des motivations souvent cachées, les règles du jeu sont floues, elles changent tout le temps, et la victoire, si on peut dire, est très difficile à définir. Donc, d'un côté, on a Hegemony qui essaye de cadrer la complexité, et de l'autre, le défi informationnel qui nous confronte à une complexité beaucoup plus sauvage, insaisissable. C'est une bonne façon de le voir, oui. Et ce contraste, il met en lumière pourquoi, face au désordre informationnel, les stratégies dont on a besoin sont différentes. Ce ne sont pas tant des plans tactiques précis comme dans un wargame. C'est plutôt des capacités cognitives et sociales de base. La pensée critique bien aiguisée, la résilience face aux manipulations émotionnelles, la capacité à évaluer les sources, la compréhension des mécanismes systémiques dont on parlait justement, ce que le NLP essaye de développer, et ce que les cadres comme celui du sociomatériel de Ricard et Alloun nous aident à penser. D'accord. L'idée, c'est moins de gagner une guerre de l'info
que d'apprendre collectivement à naviguer dans cet environnement qui est durablement perturbé. C'est une perspective intéressante. Bon, on est parti de ce sentiment un peu diffus de post-vérité. On a exploré comment on essaie d'analyser, de détecter la désinformation avec toutes les difficultés techniques et conceptuelles. On a vu les stratégies de réponse, le fact-checking, l'éducation aux médias, et on a même fait ce petit détour par la modélisation stratégique pour mieux comprendre la nature du défi. Si on devait synthétiser, quel serait le message clé qui ressort de tout ça ? Je crois que le message vraiment central, c'est que lutter contre ce désordre informationnel, c'est un défi profondément systémique. Il n'y a pas de solution miracle, ni purement technologique, ni qui repose uniquement sur la responsabilité de chacun. Il faut une approche plus large. Oui. Comprendre le contexte socio-matériel, comme le disent Ricard et ses collègues, c'est la base. Et ça veut dire qu'il faut agir sur plein de fronts en même temps. Il faut renforcer massivement l'éducation aux médias, les compétences critiques, c'est l'approche du NLP. Il faut soutenir et professionnaliser les réseaux de vérification de l'info, c'est le rôle de l'IFCN. Il faut encourager la recherche interdisciplinaire pour bien saisir toutes les facettes du problème, comme le montrent les travaux de Zhou et Zaffarani, ou Chu et Hall. Et puis, il ne faut jamais oublier, comme le rappelle le livre des Presses de Rennes, que même la science, notre quête de connaissances la plus rigoureuse, est elle-même une cible et qu'il faut la défendre activement. Une approche globale, multiniveau donc. Indispensable. Et pour finir, comme on aime bien le faire, une question pour prolonger la réflexion. Oui. Une question qui découle logiquement de cette vision systémique, et notamment de l'analyse de Ricard et ses collègues. S'il est vrai que ce désordre informationnel est si profondément lié aux fondations même de notre société numérique... Au modèle économique des plateformes, aux algorithmes... Exactement. Au modèle qui favorise le viral sur la qualité, aux algorithmes qui peuvent nous enfermer dans des bulles, aux inégalités d'accès à une info fiable. Si tout ça est vrai, alors quelle réponse au niveau du système est-ce qu'on devrait envisager ? Au-delà de ce qu'on a déjà évoqué. Oui, au-delà de l'éducation individuelle ou de la vérification au cas par cas qui sont nécessaires mais peut-être pas suffisantes, quelle transformation plus profonde peut-être en termes de régulation des plateformes, de soutien à un journalisme de qualité et indépendant, de conception même de nos espaces numériques serait nécessaire pour cultiver un écosystème informationnel qui soit fondamentalement plus sain, un écosystème plus propice au débat éclairé qu'à la polarisation et à la confusion ambiante.